Hello. Donc aujourd'hui en fait, qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, je ne me sens pas bien du tout. Voilà. Donc c'est une journée qui a commencé, on va dire normalement. Donc avec le même, le même désir de ne pas vouloir, voilà, passer une autre journée sur Terre. Et malgré ça, je suis là. Je suis là et je suis seul en fait. Je sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment je fais pour, en fait, pour supporter. Je sais pas comment je fais pour ne pas, ne pas éclater en sanglots, ne pas crier, ne pas, ne pas frapper les murs, ne pas, je sais pas. Je sais pas comment je fais pour ne pas me mettre en colère. Peut-être c'est le fait de mon énergie qui est, qui est au plus bas niveau. Voilà, je suis en train de bailler alors que j'ai dormi plus de 8 heures. Pourquoi je baille, je ne sais pas. Comme chaque jour, je suis en train de chercher, je suis en train de chercher sur Internet, réfléchir. Ma tête réfléchit à 200 à l'heure. Je suis en train de réfléchir sur, voilà, sur comment ça va se passer. Parce que c'est tout ce que je désire. Comment ça va se passer? Comment je vais quitter ce monde? J'aimerais le faire à Dignitas. Donc j'aimerais le faire, si c'est possible, j'aimerais le faire en Suisse. Mais on verra. On verra comment ça va évoluer. On verra si d'abord ma demande ou ma requête va être acceptée. Et puis ensuite peut-être que là, en fait, peut-être que là, je changerai ma perspective de la vie entière changera, hein. Peut-être que c'est le déclic. En fait, c'est le déclic que je suis en train d'attendre parce que je ne peux plus, je ne peux plus avancer comme ça. Il me faut, il faut que j'ai, bah, pardon, il faut que j'ai ma bouée de sauvetage. J'ai besoin de ma bouée de sauvetage. Mon cerveau, le, le cadenas avec lequel il est fermé, eh ben, la seule clé qui peut l'ouvrir, c'est justement ça. C'est ne plus me soucier
de, de, de comment je vais m'y prendre pour me tuer, grosso modo, m'euthanasier. Je veux que ça soit réglé. Je veux que ça soit réglé, une bonne fois pour toutes, pour que je puisse peut-être regagner, euh, 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 comment dire, pour que je puisse peut-être recommencer à avoir de l'espoir peut-être, ou de la force surtout. Lorsque je me réveille, lorsque je vais me réveiller chaque matin, et les matins où ça va être très difficile, ces journées-là, elles sont toutes très difficiles parce que je suis en train de régler ce problème. Il faut que j'ai le moyen de partir euh, quand j'en ai envie. Et il faut que ça soit réglé. Sinon, sinon je risque de le faire moi-même, et puis c'est tout. Parce que lorsque la pression va trop monter, euh, je, je vais devenir incontrôlable et je le suis déjà parce que je suis très malade. Je suis très très malade. Je fais semblant de vivre, je fais semblant de pas. J'essaye de faire en sorte d'être comme les autres. Et c'est plus possible c'est plus possible de jouer un rôle. C'est plus possible de simuler, de se prendre pour la personne que je ne suis pas. La personne que je suis, je suis un être qui est extrêmement fragile. Émotionnellement, je suis rien du tout. Je le dis, je le répète, je suis à fleur de peau, question émotionnelle. Je suis quelqu'un qui est trop sensible. Voilà. N'importe quoi me touche. Et comme j'ai été mis à terre plusieurs fois, c'est-à-dire durant toute ma vie, j'ai subi beaucoup de traumatismes et qui ont fait que la dépression s'est déclenchée la première fois et que depuis ce jour-là, ou le jour où elle s'est déclenchée, elle n'a cessé de revenir à la surface. Elle n'a cessé en fait de me mettre sous l'eau. Voilà. Là, je suis en train de demander de l'aide et je suis en train je suis en train je travaille quand même parce que là, je ne travaille peut-être pas dans le sens où je ne suis pas en train d'effectuer ou de faire une activité qui est rémunératrice. Mais n'empêche que je produis un effort pour un projet, le projet de mon euthanasie. Voilà, c'est ça mon projet. C'est un projet qui est très difficile, qui demande, qui demande à ce que l'on puisse y investir à 200%. Tout simplement parce que les mentalités sont dures à changer. Et l'être humain considère à tort, mais aujourd'hui c'est la pensée dominante. Donc, que peut-on faire contre la pensée dominante? Mais l'être humain considère à tort que que la vie mérite d'être vécue
quelle que soit la qualité ou les circonstances ou la souffrance de telle ou telle personne, ce qui est complètement aberrant. Parce que si on effectue quelque chose, on fait quelque chose parce que ce quelque chose-là nous rapporte de la satisfaction, du plaisir, etc. Même à moindre mesure. Mais si on vit que pour souffrir, et que cette souffrance, elle ne, elle ne nous quitte plus, c'est-à-dire lorsqu'elle ne nous quitte plus, même durant le sommeil, je passe des nuits agitées. Toutes mes nuits sont agitées. C'est-à-dire que lorsque je m'endors, mon cerveau continue à fonctionner à 200 à l'heure. Voilà. Et vu qu'il est dans cet état-là, eh ben, c'est très très difficile en fait d'avoir du répit. Donc je n'ai plus de répit. Je ne me repose plus, je n'ai plus de répit. Je n'ai que de la souffrance. Je ne subis que de la souffrance. Et comment dire, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je ne veux plus vivre. Donc je ne désire plus faire partie de ce monde, tout simplement. Donc je ne désire plus faire partie de ce monde. Je voudrais, je voudrais que cesse la souffrance. Donc je voudrais m'endormir. Je voudrais m'endormir pour toujours. Donc les gens qui considèrent que c'est de la lâcheté, c'est juste parce qu'on leur a dit que c'était de la lâcheté. Donc ils ont grandi avec cette idée-là. Donc on est ou bien fort ou bien faible. Mais il y a quelque chose qu'ils oublient, c'est la résistance de la personne. Donc le cerveau humain est comme un muscle. D'accord? Donc si vous avez des bras d'Arnold Schwarzenegger, les bras d'Arnold Schwarzenegger ou la carrure d'Arnold Schwarzenegger, c'est sûr que vous allez pouvoir lever, je ne sais pas, 100 kilos sans problème. Mais si vous êtes maigrichon et petit et maigrichon, on va vous demander de lever 100 kilos, vous allez dire que ça c'est impossible. C'est la même chose pour le cerveau humain. C'est la même chose pour la maladie qui s'appelle la dépression. Donc on peut, on peut, on peut faire l'analogie avec, disons, quelqu'un qui est, je sais pas, qui est malade de l'arthrose. Quelqu'un qui est encore jeune et qui est en pleine forme. La personne qui est en pleine forme, elle peut, je sais pas, lever des haltères, faire du sport, etc. normalement. L'autre personne va lui dire de faire ces choses-là. Elle n'en sera pas capable. Elle va souffrir énormément pour faire même pas le 1 centième de ce que un être en bonne santé peut accomplir. Donc, lorsque le cerveau est malade, lorsque le cerveau n'arrive pas à fonctionner normalement, c'est-à-dire supporter, peut-être même supporter un peu de stress, le stress quotidien, c'est-à-dire le stress normal, euh, supporter voilà les remarques, euh, pouvoir confronter
ses collègues de travail, je sais pas, sa famille, pouvoir sourire et faire des blagues avec ses amis, et puis voilà, socialiser avec des nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. Lorsque le cerveau n'est plus capable de faire ces choses-là, lorsqu'il est fatigué, lorsque pour effectuer en fait ces tâches, voilà, donc travailler, même travailler, se concentrer. Donc pour effectuer ces tâches, ça lui prend un effort, un effort qui est surhumain. Et lorsque il arrive finalement à accomplir quelque chose, ce n'est que comme j'avais expliqué hier, ce n'est que le un centième de ce qu'une personne normale peut accomplir et qui lui permet peut-être d'avoir une qualité de vie, on va dire, moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne. Donc lorsque on n'arrive pas voilà, à voir l'expérience de la vie ou à expérimenter la vie comme une personne normale, donc lorsqu'on n'arrive plus à vivre tout simplement, parce que le cerveau c'est quand même le centre de tout chez un être humain. Donc lorsqu'on n'arrive plus à vivre, lorsqu'on n'est que souffrance, lorsque le cerveau ne marche plus, voilà. Donc lorsqu'on est dans cet état-là, et lorsqu'on décide que trop c'est trop, c'est-à-dire qu'on ne veut pas continuer comme ça parce que on n'a plus, on n'expérimente plus, on ne vit plus la vie, on n'interagit plus, on, on ne fait que peut-être, même lorsqu'on interagit avec les autres, lorsqu'on essaie de construire quelque chose, on ne fait que détruire. Pourquoi on détruit? Parce que c'est comme ça, parce que peut-être le cerveau est malade, est arrivé au point où euh, il n'arrive plus à avoir de positif. Lui-même, il n'arrive plus à avoir de positif, donc il détruit tout ce qu'il construit, inconsciemment. Je dis pas consciemment parce que c'est facile de dire alors tu peux changer. Non, parce que lorsque la dépression prend le dessus, et lorsqu'on est malade, je suis désolé, on ne peut pas changer. C'est comme dire, si on change, le cancer va... si vous... En fait, le cancer, il est en train il est en train de se développer ou il est en train de se propager chez vous et dans tous vos organes, etc. Parce qu'en fait, vous n'essayez pas de faire l'effort de changer. Voilà. Dites ça à quelqu'un qui a le cancer et vous allez voir sa réaction. D'accord? Donc lorsqu'on dit ça à quelqu'un qui est dépressif, on considère que c'est plus, on a plus le droit de dire ça. Alors que c'est faux. Alors que la dépression, c'est aussi une maladie. C'est aussi une maladie comme le cancer. Donc on n'a pas à hiérarchiser les maladies et à dire telle maladie a le dessus sur une autre maladie. C'est toutes des maladies. Et lorsque on parle de maladie, on parle d'handicap. Donc la personne est handicapée d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus comme cela devrait être le cas si cet organe ou voilà, si cet organe était dans son état normal. Donc lorsqu'on critique les gens qui sont comme nous, et moi, c'est pour ça que les gens qui souffrent de dépression, ils reconnaissent même pas leur maladie, parce qu'on les empêche de reconnaître leur maladie. Pourquoi? Parce que l'entourage souvent va dire que c'est peut-être juste un coup de blues, c'est peut-être juste en fait une déprime. Donc on va toujours, on ne va jamais prendre ça au sérieux parce que oui, c'est vrai que la déprime c'est quelque chose qui arrive à pratiquement tout le monde, mais la dépression c'est différent, c'est peut-être une dépression qui est clinique. Donc c'est quelque chose qui a peut-être besoin de plus, qui a besoin de suivi et qui a besoin de consulter, on a peut-être besoin de consulter voilà, un spécialiste, pas seulement écouter l'avis de telle ou telle personne qui va nous parler est-ce que vous êtes fort, est-ce que vous êtes faible. Et je critique même certains du corps médical qui osent employer ces termes, qui doivent être en fait bannis. Fort, faible. Il n'y a pas de force ou de faiblesse dans la maladie.
Il y a la maladie, et il y a le traitement, et il y a la personne, et sa volonté dépend de ce qu'il est, tout simplement. On n'est pas, on n'est pas, c'est pas une compétition. C'est pas une compétition pour voir qui est le meilleur. Voilà. Donc, moi, ma dépression, elle dure maintenant depuis quoi? Depuis pratiquement 20 ans. Voilà, depuis pratiquement 20 ans, j'ai une dépression qui dure depuis pratiquement 20 ans. Donc, on va dire si j'étais faible, je l'aurais déjà fait, j'aurais déjà tenté de me suicider, je serais déjà mort. J'ai déjà tenté de me suicider. À partir de la première fois où je suis tombé malade, j'ai déjà tenté de me suicider. Donc, si je l'ai déjà fait la première fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis faible. Ça veut tout simplement dire que la dépression, c'est la conséquence de la dépression, voilà, c'est le suicide. C'est comme lorsque le cancer atteint le cerveau et atteint les organes vitaux, pardon, et lorsque voilà, l'être humain cesse de respirer et l'être humain meurt des conséquences du cancer, eh ben, la conséquence de la dépression, c'est qu'elle te tue. C'est-à-dire que est-ce que tu te tues par tes propres moyens? Ça veut dire que c'est toi qui te tues, mais c'est une mort qui est naturelle. Ce n'est pas une mort qui est provoquée, comme on dit. Elle n'est pas provoquée, elle est naturelle. Parce qu'une personne qui va se suicider, c'est une personne qui est arrivée au stade où elle ne peut plus vivre. Elle ne peut plus vivre. C'est pas une question de. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est une personne qui est irrationnelle. Y a rien à voir avec la rationalité parce que si on parle de rationalité, on peut aller très loin. On peut dire est-ce que les gens qui achètent des iPhones, est-ce qu'ils sont rationnels? Parce que c'est ça la rationalité. Est-ce que des gens qui achètent des iPhones à 1000 euros hmm, ou 1200 euros, est-ce que c'est des gens qui sont normaux? Est-ce que c'est pas des gens qui doivent aller consulter? Voilà, je sais pas, la rationalité. Est-ce que c'est des gens qui peuvent faire, qui peuvent vraiment faire les bons choix dans leur vie, etc., etc. On est tous poussés par nos émotions. On est tous poussés par nos. C'est toujours, il y a toujours une partie de nous qui est émotion, et ce sont ces émotions qui nous permettent en fait d'apprécier la vie. Donc si on fait fi de toutes les émotions et si on devient complètement, je sais pas, rationnel, donc si on devient robot, je sais pas, si on ne ressent plus d'émotions, à quoi va nous servir de vivre? Si on ne ressent plus d'émotions, de joie, de tristesse, voilà, etc., ça sert à quoi? Quelle est cette vie? Et justement, lorsque je prenais certains antidépresseurs, ben ces antidépresseurs, en fait, ils inhibaient mes émotions. Donc ces antidépresseurs, ils inhibaient mes émotions. Donc grosso modo, je me retrouvais à ne plus rien ressentir. Et j'avais une seule envie, c'était me suicider. Parce que c'est pour ça que certains antidépresseurs, en fait, ils, euh, ils ont un risque de suicide, surtout lorsque il y a un risque de suicide le risque de suicide, il devient plus élevé lorsqu'on commence les antidépresseurs. Donc, il faut que vous fassiez attention. Donc, lorsque vous prenez des antidépresseurs, c'est quelque chose de normal. Et ça dépend quels antidépresseurs. Parce que lorsque ça, donc, maintenant, on va dire que je suis triste, ok? Mon cerveau il est tout le temps triste. Mais lorsque l'antidépresseur il efface cette tristesse, et ben moi, à l'intérieur de moi, je ressens toujours, je sais toujours que je suis triste, que je ne suis pas bien. Je sais pas comment expliquer. Donc c'est comme deux niveaux de conscience. Donc il y a un niveau de conscience qui me dit qu'en fait ton état, il est comme ça. Et même si en fait on essaye, ou le médicament essaye de te rendre, de te faire sentir comme si tu ne ressens rien du tout, donc neutre te met dans un état neutre, et ben dans ton état neutre, tu gardes cette lucidité, et justement, c'est pour ça que des êtres humains, c'est pour ça que on ne peut pas dire que la personne qui est dépressive, elle n'est pas lucide. Elle est lucide parce que je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je fais, je sais ce que j'ai fait avant, je sais ce qui s'est passé, je sais ce que je peux faire après. Donc, j'ai
j'ai une bonne idée de ce qui se passe. Je peux prendre des décisions, même les plus simples, et puis je peux prendre ces décisions en fonction de quoi? Des conséquences et je sais quelles conséquences ces décisions peuvent avoir. Et donc j'essaie de prendre des décisions qui, à mon avis, vont engendrer le moins de conséquences négatives, etc. Donc voilà, donc moi je savais que en fait j'étais quand même dans cet état-là. C'est la même chose que lorsque on consomme de l'alcool. Donc lorsqu'on consomme de l'alcool, on reste conscient. Moi en tout cas je reste conscient. Avant je restais pas conscient, c'est vrai. Avant j'étais emporté par l'euphorie, etc. Et puis vu que je socialisais, donc je n'étais pas seul. Donc j'étais avec les autres, on va dire. Donc vu que j'étais avec les autres, ce que je voulais dire. Oui, alors vu que j'étais avec les autres, ce qui se passait, c'est que j'étais avec les autres, qu'est-ce qui se passait? Ouais, j'étais plus enclin à, en fait, à vivre le moment présent et puis c'est tout. Donc à- à faire l'expérience de ce que je vivais et puis c'est tout. Donc j'étais pas, j'étais pas voilà, j'étais pas stressé, etc., etc. Donc j'étais pas dans ce stress dans lequel je vis actuellement parce que je socialisais. Mais là, j'ai plus envie de socialiser. Depuis un certain temps, j'ai plus envie. Depuis pas mal, maintenant, on est en train de rentrer dans des années de ça. Donc, j'ai plus envie de socialiser. Voilà. J'ai envie en fait d'une seule chose, j'ai envie de mourir. Voilà. C'est la seule chose dont j'ai envie. Et je vais jamais changer. Parce que j'ai déjà eu cette envie plusieurs fois avant, c'est-à-dire cette envie de mourir, je l'ai déjà eu à l'intérieur de moi, et c'est quelque chose qui est ancré en moi. C'est pas quelque chose qui change, c'est pas quelque chose qui est en fait, c'est quelque chose qui a été en fait scellé et c'est quelque chose qui a été scellé et qui est définitive en moi. C'est cette envie de mourir. C'est quelque chose qui existe depuis que j'ai après on va dire, là, ça va faire 14 15 ans. Voilà. C'était pas au début. Au début, j'ai fait une tentative. Ouais, avant, ça veut dire lorsque j'étais tombé en dépression la première fois, donc j'avais fait une tentative, mais c'était pas, mais je ne voulais pas mourir encore. Donc je voulais essayer. Je voulais encore essayer. Je voulais encore essayer. Je voulais encore vivre. Je voulais encore voir des choses. Parce que la dépression n'avait pas pris le dessus, voilà. Donc la dépression, elle m'avait pas encore amoché, on va dire, comme, comme maintenant. Donc je voulais encore expérimenter des choses. Mais après la deuxième tentative, ou la troisième, je ne me rappelle pas. Donc, je pense que c'était la deuxième, ou la troisième. En tout cas, après cette tentative-là, ce qui s'est passé dans mon cerveau, c'est que je ne voulais plus vivre. Voilà. Donc je ne voulais plus vivre. Et, et ce qui s'est passé, c'est que même si j'ai continué à vivre, mais la mort, elle faisait partie de moi. Donc je voulais plus vivre, mais comme il n'y avait pas de méthode sûre et certaine, vu que j'avais déjà essayé de le faire et que j'avais raté, voilà, j'avais pas réussi à me suicider. Donc j'ai continué. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui est en prison et qui n'arrive pas à s'évader de sa prison. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas chaque jour essayer de taper de taper contre une porte blindée, etc. Il ne va faire que, on va dire, il ne va faire que se blesser. Et ça va être inutile.
Mais bon, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Je tombais en dépression, je me sentais mal, etc. Je me sentais triste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais toujours des, euh, des symptômes de dépression. Mais disons, si les symptômes durant les phases plus importantes ou les phases majeures de dépression, on va dire, les symptômes sont pratiquement tous là, donc du premier jusqu'au dernier. On va dire que euh, durant, durant les phases où je suis un peu plus, où je me sens un peu mieux, donc les phases où je me sens un peu mieux, durant ces phases-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis déprimé, euh, mais j'ai seulement quelques symptômes, peut-être deux ou trois symptômes. Donc c'est tout. Ou bien des fois même juste un seul symptôme. Mais je ne suis jamais repassé à l'état, on va dire, à l'état d'avant, mais l'état d'avant ça ne veut rien dire parce que même durant mon enfance j'étais pas heureux. Donc j'étais pas heureux. J'ai jamais vu de pédopsychiatre, mais peut-être que j'aurais dû, parce que peut-être au moins il m'aurait dit qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que ça veut dire. Il m'aurait peut-être juste dit, peut-être qu'il aurait pu aider un peu, peut-être, je ne sais pas. On peut pas savoir puisque je suis pas parti. Je suis pas parti voir un psychiatre donc lorsque j'étais gamin. Mais ce que je veux dire c'est ce qui se passe c'est que c'est bon. Donc avant je ne savais pas que en fait on pouvait sauter la vie. Donc voilà, jusqu'à l'âge de 16 ans, 17, etc. Donc, enfin, je ne le savais pas, je le savais, mais c'était quelque chose qui était pour moi inconcevable, etc., etc., pour différentes raisons. La pression familiale, etc., la pression de la société, etc. Et puis voilà. Mais dès que j'ai su qu'en fait c'était possible, qu'il y a des gens qui le faisaient et que c'était en fait quelque chose qui permettait, et c'était ce que je voulais en fait. Et au fond de moi, c'était ce que je voulais. Parce que lorsque je tombais dans des crises de dépression qui étaient, que je ne peux même pas décrire, c'est-à-dire j'ai déjà, je suis déjà tombé malade de plusieurs choses. J'ai même déjà fait plusieurs opérations pour différents problèmes, on va dire, physiques, etc. Donc, mais la souffrance qui est de l'ordre psychologique, c'est la pire qui soit. Moi, je peux le dire et je peux. C'est la pire qui soit. C'est la pire qui soit parce que on n'arrive pas à détecter l'origine de cette souffrance et puis c'est quelque chose qui reste en soi et qui nous accompagne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La souffrance physique, lorsqu'elle est en fait, lorsqu'elle est chronique et lorsqu'elle dure, elle aussi, elle est compliquée à gérer. Mais la souffrance psychologique, c'est-à-dire c'est un autre niveau, moi je dirais. C'est vrai que je n'ai jamais subi de souffrance physique extrême, donc je peux pas en parler. Mais dans mon cas et dans ma situation, je dirais que la souffrance psychologique, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a accompagné durant pratiquement la majorité de ma vie. Une grande partie de mon existence, elle n'a été que souffrance psychologique. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait long parce que je me sens pas bien du tout. Et là, je vais vous laisser parce que sinon, parce que c'est pas parce que sinon, parce que c'est moi qui n'en peux plus. Je fatigue, voilà. Donc là, waouh, waouh, je suis mort de fatigue maintenant. Et j'ai rien fait, j'ai parlé, mais là, il faut que j'arrête parce que je peux pas continuer comme ça. Je peux pas poursuivre. Et puis, je vous dis, je vous dis à la prochaine, même si j'espère ne pas me réveiller demain, mais il y a de grandes chances que ça se fasse. Donc, je vous souhaite, je vous aime et je vous dis au revoir.